parce que nous avons constaté aussi que la plupart de ceux qui sont là, ici, n'ont pas suivi, n'ont pas été là pour le forum. Et on s'est dit que c'est peut-être judicieux de présenter un peu les résultats que nous avons pu avoir, que nous avons pu obtenir au niveau du Burkina ici en termes de sécurité. Étant donné que le Burkina est quand même le pays pilote pour l'expérimentation et la ferme pilote se trouve à Madagascar et nous avons pensé utile de partager nos expériences et les résultats obtenus là pour que ça nous serve de repère. Et donc, vous verrez que c'est le premier forum que ça a été présenté. Oui. Vas-y. Vas-y. Voilà. Ici, nous vous présenterons le bilan d'activité. Ici, c'est un bilan de 12 mois d'activité. Comme vous avez pu constater hier, Massa vous a présenté un peu l'idée de la sylviculture. Et la sylviculture, nous avons la définition technique, vous avez cette définition-là dans l'acte du colloque de l'année passée. Et ici, nous disons que la sylviculture, en fait, est basée sur le maraîchage. Jusque-là, les expérimentations que nous menons, c'est dans le domaine du maraîchage, qui fait une synthèse. Et l'idée de base de la sylviculture, c'est d'utiliser les plantes en fonction de leur interaction symbiotique. Utiliser les plantes pour qu'elles se rendent service mutuellement. C'est ça l'idée de base. Et l'idée secondaire qui se greffe donc à cette idée de base-là, c'est d'optimiser ce qu'on appelle l'optimum écologique. Ça veut dire d'introduire beaucoup d'espèces et beaucoup de variétés sur une superficie, sur une petite superficie. Cela va donc accentuer, va accroître le bénéfice des plantes les uns des autres. Je prends l'exemple des légumineuses, comme vous le savez. Les légumineuses, ce sont des plantes qui ont la capacité d'attraper la zone qui se trouve dans l'air et de l'incorporer dans leur tissu, dans le tissu végétal, et de l'amener au niveau de ses racines. Et ainsi, comme cette plante a l'azote en excès, ça fait des stocks au niveau des racines, et la plante d'à côté, qui n'a pas cette capacité de capter l'azote-là, qui autrement serait en manque, en carence d'azote, va bénéficier de l'azote qui est l'azote de son voisin qui en a en excès. C'est un peu ça l'idée. Et quand vous utilisez des plantes qui ont une certaine odeur, il y a des plantes qui sont répulsives, c'est-à-dire dont l'odeur repousse les insectes. Si vous utilisez ces plantes-là, apportez des
des plantes qui autrement seraient attaquées par les insectes, la présence donc de cette plante, à cette odeur-là, va protéger la plante qui en serait une chose sensible. Et ainsi, c'est aussi que l'idée de la synégoculture, ça exclut le travail du sol, pas de labour. On ne laboure pas du tout. Et le fait aussi que c'est utilisé à une haute densité là, ça réduit la présence des herbes indésirables. On dit, parce que vous savez, le terme mauvaise herbe, pas de mauvaise herbe. L'herbe est mauvaise parce qu'elle est dans une, enfin, elle est à la place qu'on ne la veut pas. Sinon, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise en nature. Voilà. Le sorgho, ou le mil, ou le maïs peut être mauvaise herbe quelque part, là où on ne veut pas. Vous l'enlevez. C'est ça. Maintenant, le fait donc qu'on utilise la haute densité, ça réduit la présence des herbes qu'on ne veut pas, les herbes indésirables. On peut facilement éliminer ces herbes et laisser croître celles que l'on désire. C'est un peu ça. Et on n'utilise pas les fertilisants. On n'utilise pas les fertilisants, même les fertilisants qu'on appelle les fertilisants bio. On n'utilise pas du tout. On utilise, comme je l'ai dit, en synégoculture, la seule chose qu'on utilise, c'est le sol, c'est l'eau et c'est les graines. Et maintenant, c'est les plantes. Dans l'après-midi, on verra la stratégie maintenant d'association. Comment on peut associer les plantes entre elles pour qu'elles puissent se rendre service. C'est quand même, ça doit quand même être de façon organisée, parce que c'est vous qui gérez les choses et vous introduisez les choses dont vous avez besoin. Et en fonction de ça, et en fonction des spécificités de chaque plante, de chaque espèce. Voilà. Et là-bas, nous avons utilisé un espace de 500 mètres carrés. Et dans les 500 mètres carrés, nous avons pu faire croître plus ou moins 150 espèces sur 500 mètres carrés. Et ici, la précision qu'il faut donner, c'est que Tchombiano l'a souligné hier, quand vous débutez votre ferme, vous pouvez introduire 10. À la fin, si vous faites les décomptes, vous pouvez vous retrouver avec 30, 40, 50. C'est ce que nous appelons en synégoculture la végétation spontanée. Ça veut dire que c'est des plantes qui ont poussé toutes seules. Mais le fait que ce sont des plantes dont vous avez besoin, vous les laissez croître. Et vous les comptez parmi les espèces que vous avez fait croître, parce que vous auriez pu les années. Et ça peut être des arbres, des arbustes, des herbes, etc. Et voilà, ici nous allons revenir à l'historique. L'historique, il y a eu la question de Oumarou hier, et ici ça répond un peu à l'historique de la synégoculture en Afrique. Et Massa a brossé ça un peu hier aussi. Tout a commencé en janvier 2015, lors d'un forum, c'était un forum sous-régional qui a réuni les chercheurs et les praticiens du développement rural de la sous-région africaine. Et ce forum a été organisé par une ONG américaine qui s'appelle ECHO, et où nous nous sommes rencontrés. Il y avait beaucoup de nationalités, beaucoup de chercheurs d'Afrique qui étaient réunis. Et là, à cette conférence-là, c'était la première fois où Massa venait en Afrique pour exposer la thématique de la synégoculture. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés, et c'est là que l'idée, moi, m'a paru, je suis de nature curieuse, et l'idée m'a paru quand
quand même intéressant. Et à l'issue donc de cela, nous avons gardé le contact. Et moi, dès que je suis reparti, nous avons commencé l'expérience sans avoir vraiment toutes les données. Et maintenant, on a gardé le contact. Au moment où nous avons des questions, nous disons des questions, qu'est-ce qu'on fait ici, quelles sont les stratégies. Au départ, comment est-ce qu'on commence, est-ce qu'on laboure pour commencer, parce que quand même, quand on commence avec une fâcheuse, et bon voilà, c'est parti comme ça. Et nous avons mis en place une pépinière d'arbres et aussi une pépinière maraîchère. Nous avons fait le mixage. Et c'est ainsi. Donc, vous voyez la photo de droite où les gens sont en train de travailler. C'est, vous avez des lignes que vous voyez là, entre les billons là, c'est la patate douce. Et entre les lignes de patate douce, il y a des lignes de baobab. C'est ici que nous avons produit le baobab sur toute l'année. L'expérience dont j'ai parlé hier. Voilà. Et ensuite, nous avons mis en blanc, mis en terre le moringa et d'autres espèces. Les arbres qui ont été produits en pépinière, 8 semaines plus tard, on les a transplantés. Voilà. Ici, ce sont nos élèves qui travaillent aussi dans la ferme. Ici, c'était lors de la transplantation du terrain. Et c'était ça, le terrain de départ. C'est la même chose. Voilà. Et nous avons débuté les travaux. Nous avons commencé les travaux de production en mars. Après la préparation du sol, la mise en place de la et tout. Et à partir de juin, nous avons commencé les récoltes. Et ici, aussi, il faut dire qu'à ces cultures, il y a aussi ce qu'on appelle la stratégie de récolte. La récolte, elle se fait quotidiennement. Et ce n'est pas la quantité récoltée par jour qui compte. Et c'est les calculs, le cumul donc, de cette récolte-là fait la différence. Et nous avons fait cette expérimentation-là dans un système de jardin familial. Le petit jardin pour la famille, comme ça, chaque jour, la famille a quelque chose à récolter. Et pour faire les calculs des coûts, nous avons pris le soin de savoir combien le travail nous a coûté. Nous avons eu une personne qui a travaillé chaque jour là-bas. Et le travail majeur consistait donc à orienter les plantes de la pente telles que le bouna ou le haricot, parce que ce sont des plantes qui peuvent étrangler les autres si vous les laissez faire. Donc on les oriente pour ne pas que ça étrangle les autres. Et aussi, le travail consistait également à éliminer quelques herbes indésirables et à récolter, à vendre.
maintenant, nous allons vous présenter un peu le tableau des ventes qui ne sera pas très visible à partir de cette diapo. Voilà. Donc, nous allons vous présenter le tableau de la production. Ce ne sera pas très visible sur cette diapo, mais je vous assure qu'au vu donc, de ces résultats, nous pouvons dire, sans risque d'erreur, que la cinémoculture est une activité super rentable. Vous verrez, pour ceux qui liront le rapport du forum passé, quand nous avons fait ces résultats-là, enfin ces calculs, ça a passé par le comité scientifique de Sony, qui a voulu vérifier l'exactitude des estimations que nous avons faites. Et c'est pour ça que le forum, vous savez, le forum a eu lieu en octobre, mais le rapport a été finalement publié en avril. Ça a pris du temps pour que ça passe par l'évaluation du comité scientifique, que le comité scientifique l'accepte comme étant un résultat scientifique avant que l'on puisse publier. On avait les résultats, on avait le rapport prêt, on ne pouvait pas le publier parce qu'il fallait attendre l'approbation. La production, nous avons, comme je l'ai dit, on a vendu en petite quantité, soit en petite quantité, ou soit au grossiste. Et ici, il y a que ce qui a fait que nous avons pu obtenir ces prix-là. Et c'est là aussi où il y avait la difficulté au niveau de la dévaluation scientifique, parce qu'on a donné des prix qui étaient, nous avons vendu au prix bio. Parce que ceux qui connaissent Madaga savent que là-bas, nous avons, c'est un petit village, mais, d'accord, c'est un gros village, parce que c'est son village, mais c'est un village, mais ils ont la chance d'avoir une station de missionnaires qui est toujours, il y a toujours la présence des expatriés là-bas. Et eux, ils achètent, ils veulent la qualité, et la qualité a son prix. Comme ça, on le vend au prix bio. Et le prix auquel nous le vendons là-bas, ce prix n'est pas forcément accessible aux gens de Madaga. Ce ne sont pas vos parents là qui achètent. C'est plutôt les gens qui achètent. Et ça c'est le défi aussi pour nous. Et j'imagine, ce défi-là se retrouve presque partout en Afrique. Nous produisons, et la production de qualité, qui est d'une bonne qualité, est exportée. Ce que nous exportons, c'est vraiment la meilleure chose de nos productions que nous exportons, et ce sont les résidus. Les choses qui ne sont pas de bonne qualité, nous les gardons comme si notre vie n'avait pas une grande importance. Alors, nous n'avons pas la capacité financière de nous payer une nourriture de qualité. Mais bon, ici nous avons
ici, vous avez de juin à... de mai 2015 à juin 2016, ici. Et nous avons un tableau par mois. Et ici, on a de juin à décembre. Et pour reprendre, quand on a voulu, au passage donc, au comité scientifique de Sony, on a dû reprendre la production, ce tableau-là, avec les résultats journaliers et les résultats mensuels, pour que ça puisse refaire les calculs et les estimations. Voilà. Et à l'observation, quand on a débuté, le sol n'était pas très bon, comme je l'ai dit hier. Le sol était considéré, le terrain était considéré comme n'étant pas de bonne, n'ayant pas de valeur, parce que fortement dégradé. Mais à l'issue donc de quelques mois d'activité, de récupération et tout, on a pu constater que la couleur même du sol avait changé. Et le changement de couleur dit quelquefois, pas nécessairement, mais la plupart du temps, c'est à ça que nos parents regardent aussi pour dire ah, ça c'est un bon sol, ça c'est un bon sol. Bon, donc, ici, nous sommes à un stade scientifique. Nous avons des échantillons de sol qui sont au labo. Nous n'en parlons pas pour le moment parce que les résultats ne sont pas encore disponibles. On ne peut pas vous dire avec exactitude quel est le niveau, la courbe de croissance ou de récupération du sol à ce niveau-là. Mais nous espérons que d'ici le prochain forum, nous aurons déjà ces résultats et nous pourrons vous dire avec exactitude les échantillons de sol au début et à l'état actuel, avec on a pris des échantillons à 3 mois d'intervalle, chaque 3 mois on prélève les échantillons et les résultats nous diront. Mais déjà, sur le champ, ce qu'on constate dans le domaine donc de la production, de la présentation même des plantes. Vous voyez ici, une plante est bien contente, bien en forme, si vous la regardez, vous-même vous êtes content. Vous voyez que la plante vous sourit. Vous êtes content. Oui, ça c'est un peu l'idée que j'ai abordée tout de suite. Nous avons organisé quelquefois des journées portes ouvertes où nous invitons les gens du village et des villages voisins à venir regarder. Vous voyez, quand nous parlions c'est-à-dire la production de haute densité, sur cette vue de l'appareil, vous voyez, vous avez du piment, vous avez du gombo, vous avez du haricot, qu'est-ce que vous voyez encore? Parce que rien que juste l'angle de vue de l'appareil, vous avez pas mal de plantes qui sont déjà... Et vous voyez le fait que, ce qui est un peu étonnant, est que les plantes peuvent être de cette densité et produire même mieux que si c'était en monoculture. Vous voyez le piment qui fleurit bien et
Les autres plantes ne souffrent pas. Vous avez le gombo ici, qui a un aspect vraiment épanoui, à côté de. Et en bas, vous avez le haricot. Et ici, c'est là aussi que se trouve le travail, parce que le haricot, si on le laisse, il va monter sur seul. Et à côté de là, tout cela se trouve en bas d'un arbre. C'est soit un arbre. Vous aurez sur d'autres images qui est c'est un peu plus comme une production. Nous avons un autre jardin là-bas que nous appelons le jardin multi-étage. Vous voyez un peu là, ici, les arbres, et en bas des arbres, vous avez le jardin multi-étage. Donc ça, c'est donc, vous avez le moringa. Et ici, chaque mois, enfin, oui, nous avons, pour le moringa, nous avons une production mensuelle d'environ 72 à 75, ça varie, quelquefois 72, quelquefois 75 000 par mois, rien que pour le moringa. La production des feuilles. Et en plus, nous avons quelquefois la production des graines. Et en bas de tout cela, vous voyez les autres choses. Bon. Ici, c'était le jour de la récolte des feuilles de moringa. Bon, en plus du fait que c'est joli, et quand vous avez un joli jardin, vous êtes content. Bon, mais en plus de cela, il y a qu'on récolte un peu plus fréquemment, ce qui est très utile pour un jardin familial. Parce que dans la famille, on a besoin de produits du jardin chaque jour. Et la sylviculture vous permet d'avoir cette production-là journalière et sur toute l'année. Bon, il y a le défi, quand même, pour la production sur toute l'année, il y a quand même le défi de l'eau. Et c'est aussi ce que nous allons voir dans l'après-midi, ou alors après la pause. Oui. Ici, apparemment, le terme ne convient pas trop. Actuellement, on utilise plutôt l'agriculture traditionnelle et l'agriculture conventionnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons plutôt l'agriculture conventionnelle. C'est on a train de regarder donc les gens à cette culture-là, alors que l'agriculture est contraire à l'agriculture conventionnelle. Ici, traditionnelle, là, tout comme le visiteur qui a dit l'agriculture naturelle, là, je veux dire, ça en lien avec l'agriculture traditionnelle, qui évidemment ne pratique pas ce que l'agriculture conventionnelle actuellement fait. Donc, pour moi, le mot traditionnel là devait être transformé plutôt en agriculture conventionnelle. C'est que vous avez, se sont plus rapprochés pour les mêmes espèces comparativement à l'agriculture traditionnelle. L'agriculture conventionnelle, celle que nous pratiquons actuellement et qu'on incite les gens à pratiquer. Voilà. Donc oui, nous avons opté pour le terme traditionnel parce que, enfin, en rapport avec la tradition, c'est ce que nous avons donné, nous avons vu nos parents faire comme ça et nous faisons comme ça, et nous faisons comme ce que les gens ont fait, ont toujours fait. C'est un peu cela, c'est de là que vient cette terminologie. Parce que vous voyez, dans nos villages, notre façon de produire au village n'est pas très conventionnelle. Enfin, quand on parle de l'agriculture conventionnelle, c'est plutôt les fermes où on utilise des tracteurs, on emploie des pesticides à l'excès. Mais au village, par exemple, bon, c'est vrai qu'on tend vers ça. Mais au village, on n'y est pas encore.
Non, alors pour moi, l'idée de. Enfin, pour nous, en fait, l'idée de. Mais en fait, c'est pour dire qu'à l'heure actuelle, les termes les plus communément utilisés sont l'agriculture bio, conventionnelle, ou. En fait, c'est Oui. traditionnel. En fait, l'agriculture traditionnelle et familiale, elle existe. Et les gens veulent les autres travailler à amener l'agriculture vivrière que de l'agriculture de rente. Voilà, donc c'est vrai qu'en fait, c'est les termes pour certains qui comprennent qu'en réalité, l'agriculture traditionnelle peut être améliorée en évitant d'utiliser certaines comme l'avait dit, par exemple, les pesticides, les herbicides, ou même le compost. Voilà, c'est ça. Les choses à l'air là, c'est carrément la sylviculture. Voilà. Donc, moi, c'est le terme de l'agriculture. Oui. Enfin, on peut enlever ça. Je suis d'accord avec vous. On peut enlever tout ça sans que ce soit encore la sylviculture. C'est ça. Parce que la sylviculture, c'est quand même un peu plus. C'est pas seulement l'absence de l'utilisation de ces choses-là. Déjà, ça fait la grande différence. Voilà. Mais en agriculture traditionnelle, c'est la monoculture. Bien sûr. Bon, mais bien que c'est heureusement associé aussi. Hein. Ouais. Oui, mais la culture associée n'est pas forte. C'est toujours la monoculture associée. Voilà. Et parce que c'est là aussi la différence. Même la sylviculture, c'est pas seulement l'association c'est pas seulement la culture associée. Culture associée où vous avez une ligne de maïs, une ligne de légumineuses, comme on l'a ici, sorgho, ou niébé, et une autre ligne de sorgho, une autre ligne de sésame. C'est toujours la monoculture. Parce que vous avez une ligne, quand vous prenez une ligne, sur la ligne, vous avez la même chose. Alors que la sylviculture, vous prenez une ligne, c'est aussi, ça promeut aussi. Vous prenez une ligne et vous avez des lignes. Parce qu'en principe, on n'a même pas de lignes. Même si vous avez une ligne, c'est de façon aléatoire. Ce n'est pas une ligne d'une espèce d'une autre espèce. C'est vraiment de façon aléatoire. Mais oui, merci bien pour la contribution. Et ici, pour conclure, nous disons que nous avons testé cette technologie et selon nous, c'est vraiment rentable. Ce système, nous pensons que ce système peut être un salut pour l'agriculture familiale. Bon, on utilisait ici les petits producteurs, ce n'est pas pour dire qu'ils sont petits, ils sont grands, parce que c'est eux qui produisent la plus grande partie de l'alimentation mondiale. Mais, conventionnellement, on appelle les petits producteurs. Ils ne sont pas forcément petits. C'est-à-dire que c'est plutôt ça, c'est plutôt pour l'agriculture familiale. Ça peut être une solution pour l'agriculture familiale et un puissant levier. Ah voilà, un puissant levier pour l'agriculture familiale parce que ça peut. Et en plus de tout cela, ça va aider à reconstituer la biodiversité. Comme le professeur l'a dit, nous sommes vraiment dépendants de cette biodiversité-là. Ça disparaît, nous disparaissons. L'agriculture jusque-là a fait le contraire de ça. Ça pompe les ressources naturelles. Ça contribue beaucoup à la déperdition de cette ressource. Et dans la zone où nous avons mené l'essai, il y a déjà des producteurs qui pensent, qui s'y intéressent. Ils disent, vraiment ça c'est quelque chose que je veux essayer. Même si jusque-là, à l'état actuel, on n'a pas encore un agriculteur qui a fait, j'en dis tout ça. Et c'est aussi que dans notre
Dans notre contexte, le contexte burkinabé et le contexte africain, la sylviculture, en matière de sylviculture, c'est juste un truc embryonnaire. Nous sommes au premier jour. Et on a besoin de mener des recherches beaucoup plus poussées. Et nous avons besoin donc que les structures du CNRC ou de l'INERA s'associent à cette idée de recherche-là pour nous permettre d'aller plus loin dans la recherche. Parce que ce sont des structures qui sont beaucoup mieux équipées que nous pour vraiment une recherche beaucoup plus poussée, qui puisse donner un résultat qui nous permette de passer à la vulgarisation. Pour cette période, nous avons l'idée d'introduire, jusque-là, nous avons utilisé les plantes pour le besoin de l'alimentation humaine et animale, mais on a aussi un projet d'ajouter des plantes d'utilité médicinale, des plantes forestières, parce que sur les photos, vous allez peut-être voir, peut-être que vous n'avez pas fait le constat, mais on a le mouvement, qui est une plante forestière, et qui est une plante assez invasive, mais c'est très bien pour la couverture du sol, pour étouffer les herbes qui ne vont pas. Vas-y. Bon, ici, nous avons lancé cette communauté de Synéco africain. Et nous vous invitons à vous joindre à cette communauté-là. Et nous invitons donc tout le monde à commencer cette expérimentation. Faites un petit jardin et essayez avec la densité que vous pouvez maîtriser. Vous voyez ici, au fur et à mesure, vous augmentez la densité au fur et à mesure que vous maîtrisez la technologie. Merci. Ah, c'est ça.